Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette première émission qui s'intitule « Cultiver son savoir ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Frédéric Laurent, professeur d'économie à l'École de gestion, chercheur à l'Institut de recherche sur les PME, département de finances et d'économie, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous savez, la situation économique est en perpétuel changement et influence nos vies au quotidien. Il est donc important de connaître les rouages de notre économie, les taux hypothécaires, la fluctuation du prix de l'essence et j'en passe. Bref, comment fonctionne notre économie? C'est justement ce que nous découvrirons dans quelques secondes avec notre invité. Bonjour, professeur Laurent. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, bien, merci. Et puis, très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Avec plaisir. De surcroît, je sais également que vous êtes docteur en économie, donc l'économie vous fascine, mais il ne doit pas avoir trop de secrets pour vous, présentement. Ah, bien, heureusement qu'il y a encore beaucoup de secrets parce qu'on est quand même chercheur en économie, donc il y a encore plein de choses à découvrir. Excellent. Puis justement, parlant de l'économie, qui est notre sujet principal aujourd'hui, pour mieux connaître les rouages de l'économie, on dit, qu'est-ce qui explique présentement le fort taux d'inflation? Il y a beaucoup de phénomènes à la fois. Il y en a beaucoup qui sont dus à la COVID. La première chose, c'est que quand on était en plein confinement, on ne pouvait pas sortir. Les entreprises ne savaient pas quoi faire comme production. On ne peut plus voyager, on ne peut plus consommer, on est pris à la maison. Bon. Puis, à partir du moment où on est déconfiné, les entreprises, eux, ont besoin de savoir plusieurs mois à l'avance combien produire. Oui. Les automobiles, ça ne se produit pas là, demain matin. Non. Ce qui fait que personne ne savait à quel moment on allait se déconfiner. Donc, les entreprises n'étaient pas prêtes à fournir l'offre qu'on avait besoin pour la demande. Quand on est sortis, on était tous joyeux, on voulait tous consommer, on voulait tous aller au restaurant, tous au cinéma, on veut tous voyager. Mais les entrepreneurs, eux, ils ont besoin de temps. Donc, ça crée des pénuries. L'exemple, là, c'est tout ce qui est plein air. Personne ne pensait que le plein air était pour être aussi populaire que ça. Pourquoi? Bien parce qu'on ne peut plus partir en vacances. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète un paddleboard, un vélo, tout ça. Mais les entrepreneurs n'avaient pas prévu ça. Donc, il manque des vélos, il manque des paddleboards, il manque des canots. Donc, quand il y a des pénuries, bien, tout le monde se bat pour avoir le bien, les prix montent. Donc, ça, c'est le premier facteur, là, ça a été les changements de pattern de consommation des gens qui a fait en sorte que ce qui était prévu comme production, ça ne correspondait pas du tout à la demande pendant qu'on était en confinement. Puis, une fois qu'on sort du confinement, bien là, il faut reprendre les choses, mais personne ne savait à quel moment le faire, ce qui fait que les entrepreneurs n'étaient pas prêts à répondre à la demande. Donc ça crée des pénuries. Donc, il y a beaucoup de choses que moi, j'appelle, c'est de la coordination, de la synchronisation entre l'offre et la demande. La demande a changé, puis la demande, tout d'un coup, apparaît tout de suite après le confinement, mais on ne peut pas le prévoir, donc les entreprises ont eu de la misère à fournir l'offre. Et qui aurait pu prévoir également la pénurie de microprocesseurs également? Bien, personne ne peut prévoir ça. Et ça, là, il suffit qu'une seule entreprise ferme pour une semaine à cause d'un foyer de contamination, que ça va perturber toute la chaîne d'approvisionnement. Ben oui. Et donc, là, les gens se sont dit, bien, en télétravail, les gens n'ont pas besoin de voiture, donc la consommation de voitures diminue. Oui. Sauf que maintenant qu'on ressort, bien, il faut fabriquer des voitures, mais pour reprendre la production à ces niveaux-là, ça prend plusieurs mois. Donc, pendant ce temps-là, bien, on a des problèmes de voitures neuves. On ne peut pas avoir des voitures neuves. Donc, ce qui affecte les voitures d'occasion qui ont presque doublé de prix. Tout à fait. Puis, pour les locataires de voitures, ils n'ont plus de voitures. Donc, là, les prix de location de voitures ont fortement augmenté. Donc, vous voyez que c'est tout ça. Oui. C'est des problèmes. Moi, j'appelle ça de la synchronisation entre l'offre et la demande. Puis ça vient directement des problèmes qu'on a eu à la COVID, oui, qui nous ont perturbés dans nos façons de faire, autant chez le consommateur que chez le producteur, puis qui mènent à de l'inflation, parce que pénurie égale inflation. Inflation par la suite. Tout à fait. Puis il y a comme des nouveaux problèmes qui arrivent également. On parle de la guerre en Ukraine aussi, puis on ne sait pas trop sur quel pied danser non plus à ce niveau-là. Ça, c'est un autre facteur. Là, ce n'est pas un facteur qui est lié à la COVID, non, mais ce n'est pas un facteur économique, c'est une guerre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une guerre où essentiellement, ce qu'on dit, c'est qu'on va arrêter d'acheter le pétrole à la Russie. Oui. Mais à ce moment-là, on se sépare d'une offre qui est existante. Donc, ça réduit l'offre, ça fait monter les prix du pétrole oui, pour tout le monde. Mais quand le prix du pétrole monte, bon, d'abord, on le voit quand on achète notre essence à la station de service. Oui. Hein, on voit oui, qu'il y a de l'inflation là. Mais ce n'est pas juste l'inflation sur l'essence, c'est tout ce qui doit être transporté coûte plus cher. En plus. Le transport, c'est des camions, c'est des avions, tout ça. Donc, ça veut dire que quand le prix de l'essence monte, le prix de tout ce qui doit être transporté va augmenter. Oh. Puis tout ce qui est fait en plastique,
tout ce qui contient du plastique, parce que le plastique, c'est une base du pétrole. Oui. Oui. Donc, imaginez autour de vous tout ce qui est fait en plastique, le prix monte. Donc, le pétrole en tant que tel, l'inflation du pétrole crée de l'inflation sur plein d'autres biens dans notre économie. Puis ça, c'est un autre phénomène qui explique l'inflation là, actuellement. Oui, et sans parler, c'est la même chose au niveau du coût du blé. Là, c'est un autre aspect, c'est au niveau plus de la rétention. Exactement. Donc, le blé de l'Ukraine, il y a des difficultés pour l'exporter. Et voilà. Et ce que ça fait, ça crée des pénuries. C'est pour ça que vous voyez que pour les pâtes alimentaires, c'est des augmentations importantes. Le pain, tout ce qui est fait à base de blé actuellement, il y a des taux d'inflation absolument incroyablement élevés. Mais ça, c'est pas dû à un phénomène économique. C'est dû à une guerre, à des problèmes de géopolitique. De la même façon que la COVID, c'était pas un problème économique au départ, c'est un problème de santé. C'est une maladie qui nous tombe dessus, là. Tout à fait. Mais, écoutez, puis au niveau, justement, quand on parle de l'inflation qui est liée justement à la crise de la COVID, si on veut être un peu plus précis, on parle de nouveaux patterns de consommation, on parle que les consommateurs se tournent différemment ou décident de moins consommer, peut-être? Bien, ils consomment moins, mais ils vont consommer beaucoup en ligne parce qu'on ne pouvait pas sortir. Oui. Donc, on a consommé beaucoup en ligne, puis beaucoup de produits qui venaient de l'étranger. Quand on commande en ligne, on commande sur Amazon. Bon, il y a des détaillants québécois, on devrait mieux les connaître. Oui. Mais quand on commande sur Amazon, c'est beaucoup des produits qui sont faits à l'étranger. Ce qui fait que pendant la pandémie, bien, les ports maritimes étaient complètement congestionnés, puis ils le sont encore parce que il y a tellement eu de retard que les retards se sont accumulés. Et donc, ça non plus, ça ne nous aide pas au niveau de l'inflation quand on a les ports qui sont complètement congestionnés parce que ça aussi, ça crée des pénuries pour toutes sortes de biens qu'on a commandés sur Internet et qui doivent être envoyés, là, quand ça vient de la Chine, habituellement, ça vient par bateau, par des gros cargos. Oui. Et quand les ports sont complètement congestionnés, bien, ça fait que ça crée des pénuries, pas juste pour ce qu'on a commandé sur Internet, mais tout ce qui passe à travers un port. Donc là, pour le moment, c'est une situation qui est très grave, là, mais on se pense que ça devrait se résoudre graduellement. Souhaite, oui. Effectivement, là, on espère. Puis la problématique qu'on rencontre aussi au niveau de l'économie dans l'immobilier, ça, c'est vraiment particulier. Là. La surenchère, le fait qu'il y a beaucoup moins aussi de maisons à vendre, ou celles qui sont à vendre sont convoitées par peut-être une quinzaine de personnes, sinon plus. Tout à fait, mais ça aussi, c'est un effet de la pandémie parce que, d'une part, il y a du monde, on ne peut pas partir en vacances. Donc, on accumule les liquidités. Oui. On se dit, ben, peut-être que maintenant, je peux mettre mon fameux down payment sur ma maison. Oui. 2 ans où on ne part pas en vacances à l'étranger, on accumule les liquidités. Donc, on se dit, OK, là, je serais capable d'acheter ma maison. Puis, il y en a beaucoup qui ont été confinés à Montréal ou dans des lieux très urbains, être pris dans un balcon, dans un 3,5, pas de terrain, pas de jardin. Non, exact. Donc, revenir plus proche de la nature. Donc, on a tout un mouvement de la population de Montréal vers les régions du Québec qui affecte toutes les régions du Québec. Oui. Ce qui fait que pour des villes comme Trois-Rivières, Drummondville, Rimouski, puis tout ça, le prix des maisons a complètement explosé parce qu'on avait cet afflux de gens. Puis ça, c'était absolument pas prévisible. C'était pas prévu, mais pas du tout, du tout. Donc, c'est sûr que les promoteurs immobiliers n'ont jamais rien prévu pour ça. Les villes n'ont jamais fait un chemin d'aménagement pour accueillir d'un coup autant de monde. Donc, le prix des maisons monte. Encore là, ça crée une inflation, mais c'est de l'inflation qui est causée par la COVID. Et ça change aussi au niveau de l'immobilier. Ça change en même temps. On parle beaucoup d'agglomération dans les villes. On veut maintenant que ce soit plus en hauteur et non plus. Ça, c'est au niveau de l'espace, mais c'est l'économie aussi qui nous fait faire ça possiblement également. Oui, tout à fait. Mais il faut, parce que des villes comme Trois-Rivières ou Drummondville, on a encore un peu d'espace pour s'agrandir. Sauf qu'il ne faut pas aller dans les terrains humides. Il ne faut pas aller dans les terres agricoles. Il y a des restrictions, effectivement. Et il faut arrêter de se déplacer avec notre voiture. Donc, on veut concentrer les citoyens dans certains endroits pour autant que ce soit viable. Donc, d'avoir de la densification pour faire en sorte, parce qu'il faut construire. On reçoit des gens en région. Ça fait tellement longtemps en région qu'on veut se revitaliser puis accueillir du monde. Maintenant, il faut construire. Oui. Et ça va être une grosse barrière au développement économique parce que quand on a fait des annonces pour des investissements à Bécancour, avec 4000 emplois, mais qu'il n'y a pas de maison. Il y a rien, c'est ça, c'est pas au rendez-vous, là. C'est ça. Donc, il va falloir construire et la seule façon de construire autant, c'est de construire en densification, en hauteur, plutôt qu'en s'étendre sur les terrains agricoles. OK. Et puis, au niveau si on veut régler le problème de l'inflation, on prend ça par quel bout, finalement? Ah, ça, en fait, on a un seul outil pour combattre l'inflation et c'est les taux d'intérêt. Alors là, ça revient aux banques centrales des pays
d'agir pour jouer sur les taux d'intérêt. Donc, nous, chez nous, au Canada, c'est la Banque du Canada. Et l'idée, en montant le taux d'intérêt, bien, pour les consommateurs qui veulent faire un prêt pour consommer, acheter une maison ou acheter une voiture ou se payer une vacance ou payer une piscine, bien, si les taux d'intérêt montent, leur prêt coûte plus cher, leur taux hypothécaire va coûter plus cher et ça va les décourager de consommer. En consommant moins, bien, ça fait moins de demandes, donc les entreprises sont moins incitées à monter les prix. Donc, on calme les prix graduellement. Puis du côté des entreprises, bien, c'est la même chose. Quand on monte les taux d'intérêt, les entreprises qui font des gros projets d'investissement, ils font des agrandissements, ils achètent des grosses machines industrielles, ils font des nouvelles campagnes de marketing, ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sous. Oui. Bien, on ne paye pas ça cash, on va prendre un prêt à la banque pour faire ces investissements-là. Mais si les taux d'intérêt montent, ça veut dire que ça coûte plus cher de prendre un prêt. Donc, ça coûte plus cher de faire ces projets d'investissement-là. Donc, on les met sur la glace ou on en fait moins. Donc, on tranquillement, oui, c'est ça. C'est ça. On calme l'économie graduellement pour dire aux gens, arrêtez de consommer, arrêtez d'investir, arrêtez de créer autant de dépenses dans l'économie parce que l'économie n'arrive pas à suivre. Et donc, tranquillement, ça devrait calmer le taux d'inflation. OK. Au niveau du taux d'hypothèque, ça, c'est par contre... si on pense aux gens qui ont acheté une maison alors qu'on avait des surenchères, qui ont acheté à fort prix des maisons, maintenant, on ajoute les taux d'intérêt qui s'en viennent. C'est un petit peu embêtant. Bien, c'est pour ça que les prévisions des économistes, c'est qu'il va peut-être avoir une rectification de prix sur les maisons. Il y en a même qui ont dit peut-être une baisse de 20 du prix des maisons, ce qui est énorme, parce qu'au fur et à mesure que les taux d'intérêt montent, les taux hypothécaires, bien, les gens, ça va être plus difficile à la fin du mois de payer leur hypothèque. Donc, ça va, il y a peut-être du monde qui vont être obligés de vendre leur maison, et deux, ça va peut-être décourager beaucoup de gens d'acheter une maison. Mais c'est un petit peu ça aussi le principe. Mais ça se conjugue de quelle façon quand vous parlez d'un 20 de moins? C'est calculé de quelle façon? Parce que quand même, le taux d'intérêt, lui, il est là. Ça va générer un montant d'argent supplémentaire à donner à chaque mois. Mais le 20 dont vous parlez? Bien, en fait, c'est comme l'offre et la demande. Parce qu'on sait, par exemple, si j'augmente le prix des pommes, la demande de pommes va diminuer de tant %. Oui. Donc, il y a des calculs, là. On prend des banques de données, on fait des calculs. Donc, si le taux d'intérêt monte de X %, donc ça va décourager les gens. Donc, le prix des maisons devrait baisser de Y %. On est capable de faire ce genre de calcul-là. D'ailleurs, quand vous avez des cartes de fidélité au supermarché, ça, c'est pour voir quand on change les prix, est-ce que vous consommez la même affaire ou vous changez vos patterns de consommation? C'est pour avoir de l'information sur vous. C'est pour vous fidéliser, en même temps, puis comme ça, on peut construire ce qu'on appelle, nous, en économie, des cours de demande, de savoir quand on monte ou on baisse le prix d'un bien. Ça a un impact sur quel produit? C'est ça. La demande va évoluer comment? Donc, on appelle ça, là, le terme, c'est l'élasticité. L'élasticité, à quel point le consommateur est élastique par rapport à un changement de prix. OK. Et selon vous, est-ce qu'il est élastique, le consommateur, ou il est de moins... Ça va dépendre du prix, ça va dépendre du produit, ou... Ça dépend vraiment des préférences des produits. On est capable de dépenser 12 $ pour une bière au Centre Bell, qu'on sait que ça coûte 25 cents à produire. Oui. Mais sur d'autres choses, on va être très sévère sur le prix. Ça dépend vraiment de nos préférences, notre budget, puis le type de bien. Ça va vraiment varier. Oui, tout à fait. Le chèque de 500 $ du gouvernement du Québec, lui, qu'est-ce que... tout ça, dans toute l'équation de l'économie, là... Oui, mais lui, il ne contribue pas à freiner l'inflation. Au contraire, ça fait exactement le contraire, parce que ce qu'on fait, c'est si on donne un chèque de 100 $ ou de 500 $ à tout le monde, les gens vont être incités à le consommer. Tout à fait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est calmer l'économie, puis que les gens dépensent un petit peu moins pour arrêter la hausse de prix. Donc, c'est vraiment l'effet contraire. Ce que ça peut faire, par contre, c'est mettre un diachylon sur le bobo. Temporaire. Mais pour que ça fonctionne, sans alimenter l'inflation, il faudrait que ce chèque-là de 500 $ soit envoyé uniquement aux gens qui en ont vraiment besoin. Ceux qui, à cause d'inflation, à la fin du mois, ont des problèmes pour payer leurs factures. Et si ça ciblait les classes moyennes inférieures ou les classes les plus pauvres, là, ça serait parfait. C'est-à-dire, on vient aider les gens qui souffrent de l'inflation sans créer un surplus d'inflation. Donc, on reste justement avec une inflation qui va régresser aussi. Oui, exactement. Donc, il aurait fallu mieux cibler cette mesure-là pour viser vraiment ceux qui vont avoir de la difficulté à boucler leur budget à la fin du mois. Au niveau de vos recherches sur l'économie, quels sont les faits majeurs que
qui se sont développées à cause de la COVID. Je reviens un peu en arrière sur la discussion, là, mais quels ont été les éléments qui ont eu le plus d'impact sur la hausse du coût de la vie ou en général? Bien, je dirais que c'est notre réflexion sur toute la chaîne d'approvisionnement. On parle beaucoup de démondialiser, de ramener de la production ici. Ça, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée parce que chaque entreprise a sa spécialité, puis des bonnes entreprises, on peut en trouver partout dans le monde, puis il y en a beaucoup au Québec. Mais l'idée, c'est de savoir, quand il arrive un petit pépin dans la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'on est prêt à avoir un plan B? Et chaque entreprise devrait se poser la question, pour chaque élément qu'on achète, est-ce qu'on a un plan B? S'il arrive un pépin, parce que, comme je l'ai dit tantôt, là, il suffit qu'une entreprise de microprocesseurs ferme pour une semaine pour créer pendant des mois des répercussions de ça. Et c'est la réflexion que les PME doivent peut-être avoir aussi. C'est quoi la résilience de leur système d'approvisionnement? Et en même temps, dans l'équation, le fait qu'on ait que nos ressources, que la main-d'œuvre en tant que telle soit défaillante, qu'on ait de la difficulté à en trouver, ça aussi, j'imagine que ça joue. Ça, c'est un gros phénomène qui explique aussi l'inflation parce que pénurie de main-d'œuvre, on est obligé de donner des meilleurs salaires pour attirer les gens. Voilà. Mais au fur et à mesure qu'on donne des meilleurs salaires, ça augmente les coûts pour les entreprises. Comme le coût augmente, ils sont obligés d'augmenter les prix, mais comme les prix augmentent, les salariés vont demander des augmentations de salaire. Donc, augmentation de salaire, augmentation de coût, augmentation de prix. Et là, on est dans une espèce de cercle vicieux. De boucle sans fin, oui, c'est ça. De boucle, et c'est ça, c'est comme ça qu'on se rend à ce qu'on appelle en économie de l'hyperinflation. Quand on a des taux d'inflation qui commencent à monter à 20, 30, 40, 50 c'est parce qu'il y a ce cercle vicieux-là qui joue. Il faut bien comprendre que l'inflation, nous, les consommateurs, on la vit. Là, on le voit au supermarché, on voit à la pompe à essence. Mais pour les entreprises aussi, parce que tout ce qu'elles achètent pour produire, toutes leurs composantes, là aussi, ça coûte plus cher. Donc, plus il y a de l'inflation, plus ça coûte cher pour les entreprises qui vont dire, je vais augmenter les prix en conséquence. Puis là, ça aussi, ça crée une espèce de cercle vicieux de l'inflation. C'est pour ça qu'il faut agir très rapidement. Les banques centrales, quand je disais qu'il faut monter les taux d'intérêt, on dit souvent, là, les économistes, on dit là, le dragon de l'inflation, c'est comme un dragon méchant, c'est un monstre qui apparaît, là, puis aussitôt qu'on l'a regardé dans les yeux, il ne nous a pas encore attaqué, là, mais juste le fait de le regarder dans les yeux va nous faire mourir. Parce que ça va, même quand c'est petit, ça peut dégénérer rapidement, ce qui fait qu'il faut agir vraiment très, très rapidement. Mais à partir du moment où, tout à l'heure, comme on disait, tout augmente, les coûts augmentent, ainsi de suite, les salaires augmentent, on ne peut pas revenir sur les salaires. On ne peut pas revenir. Et là, la seule bonne nouvelle que l'on a, qui est une mauvaise nouvelle pour certains, mais une bonne nouvelle pour moi comme économiste, c'est que l'augmentation des salaires dans les derniers mois est plus faible que l'augmentation de salaire des prix. Ah, OK. Ce qui me laisse croire que ça ne va pas générer autant de cercles vicieux que ça. Donc, une augmentation des salaires, mais assez modérée, mais une augmentation de prix plus forte. Alors, c'est sûr que pour le consommateur, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on a une augmentation de prix, mais le salaire ne suit pas. Mais ce que ça laisse croire, c'est que l'inflation va être quelque chose de court terme. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés à la COVID. Ça devrait se terminer. Mais tant qu'on est tous équipés en vélo et en paddleboard, ça devrait se régler. Aussi. J'espère que la guerre en Ukraine ne va pas durer des siècles et des siècles. Tous les problèmes d'approvisionnement dans les ports, ça devrait se résoudre dans les prochains mois. Les confinements extrêmes en Chine, des villes entières qui sont fermées, ils ne peuvent pas produire, donc il nous manque des biens ici. Ça, la COVID devrait éventuellement se terminer. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés à la COVID ou qui sont juste conjoncturels, qui devraient arrêter. Donc, l'inflation devrait se débarrasser, disparaître par elle-même. On prie, on touche du bois, on met, on espère le plus possible, mais c'est ce qu'on... Donc, et après ça, on voit que la Banque du Canada est en train de monter les taux d'intérêt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de monter les taux d'intérêt. Ils peuvent juste dire, on pense monter les taux d'intérêt. Et déjà, ça freine. Déjà, ça freine. Et déjà, sur le marché, ils vont monter les taux d'intérêt. Ils vont dire, on s'ajuste tout de suite parce que... Donc, des fois, la parole de la Banque centrale, de la Banque du Canada, juste le fait de dire les choses, ça peut avoir son efficacité. Oh, wow! C'est pour ça qu'un banquier central, là, c'est quelqu'un de très plate. Parce qu'il doit vraiment faire attention à ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Oui, ça a une influence telle. Quand on parle maintenant si on parle de récession maintenant,
Est-ce qu'on a une récession qui nous attend? Est-ce qu'on n'en a pas une? Moi, je ne la vois pas, la récession. Ah non? Okay. Non, je ne vois pas la récession parce que, encore une fois, on regarde le passé pour comprendre le futur, mais là, on a des circonstances qu'on n'a jamais vues. Une pandémie, avec une guerre en Europe. Des guerres en Europe, c'est 1945, la dernière guerre. Oui. Donc, on a plein de choses nouvelles. Puis ce qui se passe, c'est que les consommateurs, on n'est pas encore sortis à 100% de notre pensée de confinement. Quand vous allez voir des spectacles, les salles ne sont pas pleines. Puis on a le droit, on n'a plus de masque, on n'a plus rien. Les gens n'ont pas repris leur consommation d'avant. Puis ils ont accumulé beaucoup de liquidités pendant ce temps-là. Le jour, ils vont se décider de vraiment consommer, puis de sortir, puis d'aller dans les spectacles, puis tout ça, il va y avoir beaucoup de consommation, ce qui devrait faire en sorte qu'on n'est pas nécessairement en récession. Là, ça va faire un boost dans l'économie. Les entreprises, c'est la même chose. Ils ont tellement été traumatisés par la pandémie. Là, ils se disent, est-ce qu'on produit à pleine capacité? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on agrandit notre usine? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre confinement en septembre? On ne le sait pas. Quand on va être vraiment sorti, là, les entreprises vont se mettre à consommer, à investir, à dépenser dans l'économie. Et tout ça devrait faire en sorte qu'on ne sera pas en récession. Puis, il ne faut pas oublier que, normalement, quand il y a de l'inflation, c'est un signal que l'économie surchauffe. Oui. Ça, c'est notre voyant rouge, notre tableau de bord dans notre voiture. Quand on voit le voyant rouge, on est sur l'autoroute parce qu'on roule trop vite, il faut ralentir un petit peu. Donc, l'inflation ne crée pas une récession. C'est plus quand il y a beaucoup de croissance économique qu'on a de l'inflation, habituellement. D'accord. OK. Donc, parce que là, ça surchauffe, tout le monde veut consommer, les prix montent. Donc, normalement, ce n'est pas que l'inflation crée une récession. C'est au contraire la croissance économique qui nous donne l'inflation. Donc, moi, je ne la vois pas arriver. Ceci dit, c'est des circonstances tellement extraordinaires que tout peut arriver. Ou toutefois, ça peut arriver, mais de façon temporaire. Aussi. Ça peut arriver de façon temporaire, mais moi, mon souhait, c'est que la Banque centrale va augmenter un petit peu les taux d'intérêt. Déjà, ça va agir sur le taux d'inflation. Il y a une partie du taux d'inflation qui vient de la COVID. Donc, ça va se régler. Des problèmes d'approvisionnement, ça devrait se régler. Donc, dans quelques mois, on devrait être bon. Puis moi, je pense que c'est là, à partir de là, si en septembre, il n'y a pas de confinement, je pense que les consommateurs et les entreprises vont reprendre confiance. Ils vont reprendre confiance. Okay. Mais le problème que l'on a, c'est à force de dire à tout le monde qu'il va peut-être avoir une récession, les gens vont tout de suite réagir puis dire, s'il n'est pas avoir une récession, je me crée un coussin de sécurité, j'arrête de dépenser, je fais attention. Et si tout le monde fait ça, on coupe la consommation puis on va tomber en récession. Vraiment. Excellent. Oui, tout à fait. Dans tout ça, lorsqu'on en parle, est-ce que l'inflation crée la récession? Non, habituellement, c'est le contraire. Quand on a de l'inflation, ça veut dire qu'il y a une surchauffe de l'économie, c'est-à-dire que les consommateurs puis les entreprises dépensent tellement qu'on n'arrive pas à répondre à la demande, ce qui fait que ça crée des pénuries puis ça monte les prix. Okay. Donc, c'est comme l'inflation, là, c'est le signal que l'économie surchauffe. C'est exactement comme notre tableau de bord sur notre voiture. Quand on voit le voyant rouge, ça veut dire que la voiture roule trop vite, il faut ralentir. Donc, l'inflation, c'est le résultat de la croissance économique et c'est pas le contraire. Okay. Et c'est pour ça qu'on pense que le problème devait se résoudre par lui-même, parce qu'au fur et à mesure qu'il y a de l'inflation, là, on voit que les consommateurs sont plus serrés dans leur budget, donc devraient freiner un peu leur consommation. Donc, naturellement, ça devrait calmer l'inflation là, à terme. Donc, c'est pour ça que là, les gens disent des drôles de choses, là, mais... Comme? Comme qu'effectivement, qu'on attend une récession qui s'en vient, mais moi, je n'y crois pas à cette récession-là. D'accord. Parce que... Malgré tous les éléments comme la pandémie et tout ça, là, qui ne sont pas des éléments habituels. Bien, c'est ça, tout ce qui est lié à la pandémie, ça devrait se résoudre naturellement. Il y a la guerre, toutefois. Bon, il y a la guerre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a beaucoup de problèmes d'inflation actuellement qui sont dus à des problèmes conjoncturels qui devraient se résoudre. Les ports qui sont congestionnés, ça devrait se résoudre. Tout le monde a déjà acheté son vélo, donc il n'y a plus de problème de... Bon, on va pouvoir recommencer à voyager, donc tous les prix des hôtels en Gaspésie et en Côte-Nord, ça devrait pouvoir se résoudre aussi. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui devraient se résoudre. La Banque centrale, la Banque du Canada va monter ses taux d'intérêt, donc ça devrait aussi calmer l'inflation. Et il faut bien comprendre que pendant la pandémie, les entreprises ont accumulé beaucoup de liquidités, donc ils ont mis à l'arrêt des projets d'investissement, des projets d'agrandissement, tout ça, des projets d'exportation. Puis les consommateurs aussi, on l'a dit tantôt, les consommateurs, ils n'ont pas pu consommer tout ce qu'ils voulaient, ils ne sont pas partis en vacances. Et le jour où les gens vont avoir 100% confiance
que la pandémie s'est vraiment terminée, ils vont se mettre à consommer. À nouveau. Et les entreprises, ils vont se mettre à investir. Et s'il y a une récession qui nous attend, je pense que ce phénomène-là de gens qui vont prendre confiance, qui vont se mettre à dépenser, ça va de toute façon annuler une récession qui pourrait arriver. Mais comme consommateur, comme simple consommateur, qu'est-ce qu'on doit faire dans tout ça là, présentement? Là? On ne sait pas trop sur quel pied danser non plus. Bien, là, on reste souriant? On reste souriant, on ne panique pas. OK. Mais alors, je sais que pour l'inflation, les gens là, qui ont de la difficulté à finir la fin du mois, c'est sûr que c'est compliqué. Oui. Mais le problème, c'est qu'à force de dire qu'il va y avoir une récession, ça risque de créer une récession. Parce que tout le monde va se dire, bien moi, s'il y a une récession qui s'en vient, je me constitue un coussin de sécurité, je pourrais perdre mon emploi, donc j'achète. Tu sais, je n'achèterai pas une piscine cette année, je vais mettre l'argent de côté parce que si je perds mon emploi, je dois avoir un petit coussin. Mais si tout le monde commence à faire ça, bien, on coupe la consommation. C'est la même chose pour les entreprises. Si les entreprises se disent, bien, il va y avoir une récession, c'est pas le temps de faire des gros investissements, donc on retarde l'investissement. Puis ça aussi, ça va créer une récession. Donc, le fait de dire tout le temps qu'il va y avoir une récession, même si ce n'est pas vrai, bien, ça peut créer naturellement une récession. Puis j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. Il y a quelques années, quand il y avait eu la récession en 2008-2009, j'avais un ami qui travaillait pour une compagnie allemande là, qui faisait des parquets de bois, qui venait de s'installer en Amérique du Nord. Donc, eux, ils développaient beaucoup. Et leur affaire, ça marchait. Là. Ils vendaient. C'était des produits de bonne qualité, aimés des consommateurs. Donc, je lui disais, toi, la récession, est-ce que ça va bien? Il me disait, ah oui, nous autres, malgré la récession, là, on vend, on prend de l'expansion, tout va bien. Je lui disais, est-ce que vous avez coupé des emplois? Oui, on a coupé quelques emplois au cas où. Mon Dieu. Se préparer pour la récession qui s'en vient, qui n'était même pas là à ce moment-là. C'est donc de croire qu'il y en a une. C'est de croire qu'il y en a une, mais si toutes les entreprises se mettent à licencier 2-3 personnes au cas où, on va en créer une on vite. crie, là, parce que ça crée des chômeurs qui ne sont pas capables de consommer. Donc, il faut faire très attention, il faut garder la bonne humeur puis l'optimisme malgré tout. Oui. Et dans les recherches subséquentes, quel est votre radar est sur quoi, là, pour les prochaines recherches, pour la suite des choses? Vous regardez justement comment les choses vont avancer, comment l'inflation va avancer, j'imagine. Mais encore, y a-t-il des actions propres que vous posez présentement? Bien, moi, je regarde beaucoup la résilience des PME actuellement. Okay. La résilience des PME pendant la pandémie, puis après la pandémie, puis avec tout ce qui se passe, les problèmes d'approvisionnement, tout ça. Puis je m'aperçois qu'au Québec, on a eu une bonne... En fait, on est passé à travers un gros phénomène qui était l'augmentation du dollar canadien dans les années 2005. Et ça, là, quand le dollar canadien monte de 30 bon, on ne pouvait plus exporter aux États-Unis. Donc, les entreprises ont eu leur grand choc là, en 2005, ce qui fait que quand on est arrivé avec la grande récession de 2008, c'était pas un problème parce qu'on avait déjà l'entraînement de 2005. Et là, pendant la pandémie, moi, j'ai vu beaucoup de résilience de la part des PME qui sont maintenant habituées à vivre des grandes crises et qui sont très résilientes. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui ont procédé, ils en ont profité pour faire de la transformation numérique, numériser, faire des sites web, faire des gains de productivité, penser à long terme, faire de la stratégie. On est dans le day-to-day, là, on ne pense pas, là, on n'a pas le temps, les chefs d'entreprise sont occupés, mais on prend le temps de réfléchir. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et ça va les rendre gagnants dans quelques années là, par rapport à ceux qui n'ont pas pris le temps de faire ça. Il nous reste donc aussi à souhaiter que le cercle vicieux de l'inflation ne perdure pas trop. C'est ça, ce cercle-là entre les coûts des entreprises augmentent, on est obligé d'augmenter les prix en conséquence, les prix augmentent, les salariés demandent plus de salaire, plus de coûts. Ça, on espère que ça casse vite. Donc, une partie de l'inflation qui est supposée être temporaire, due essentiellement à la COVID. La Banque du Canada a monté ses taux d'intérêt, ça devrait régler une autre partie. Donc, on va vraiment souhaiter là, que l'inflation se coupe là, d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois. On croise les doigts. Un grand merci, professeur Lorrain. Ce fut vraiment très instructif. Merci à vous. Également à vous, merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. En terminant, je remercie l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus de Drummondville, pour son étroite collaboration. Sur ce, une excellente semaine et à bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.